7 octobre 2023, Israël est frappé en plein cœur par une attaque terroriste d'une ampleur inédite. Depuis, l'État hébreu s'est donné pour mission de retrouver les organisateurs de ces attaques, mais aussi de renforcer sa protection. Des explosions de beepers au Liban à l'élimination de dirigeants du Hamas, les opérations se multiplient. Et derrière elles, un service de renseignement, le Mossad. Ces espions sont réputés dans le monde entier, mais suscitent de nombreux fantasmes depuis la création de l'agence il y a 75 ans. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Mossad, une autre histoire d'Israël, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, l'empoisonnement raté en Jordanie. Des centaines de combattants du Hamas, à bord de pick-up, de motos ou à pied, percent les grillages, clôtures et murs séparant la bande de Gaza et Israël à l'aide de lance-roquettes ou d'explosifs. Non loin de là, se tient un festival de musique électronique en plein air. Impossible de se cacher dans cet espace ouvert en plein jour. Les combattants du Hamas font régner la terreur. Ils traquent les habitants sur les routes, dans leurs maisons et tuent plusieurs centaines d'entre eux. Dans les jours qui suivent les attaques du 7 octobre 2023, plusieurs responsables israéliens sont pointés du doigt. Tsahal d'abord, on accuse l'armée israélienne d'avoir sous-estimé les capacités militaires du Hamas, d'avoir tardé également à envoyer des soldats sur place. Souvent, il a fallu attendre près de 2 heures avant une intervention israélienne. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou, ensuite, certains estiment que sa politique ne s'est pas assez concentrée sur le mouvement palestinien. Il est aussi accusé d'avoir permis au Qatar de financer le Hamas. D'autres reproches visent les services secrets intérieurs, qui n'ont pas vu venir l'attaque. Benyamin Netanyahou lui-même estime que le Shin Bet a lamentablement échoué le 7 octobre, limogeant par la suite son directeur. Et le Mossad dans tout ça. Les renseignements extérieurs, eux aussi, sont sous le feu des critiques, accusés d'avoir ignoré certaines informations. Un échec qui n'est pas le premier pour l'une des agences les plus réputées du monde. L'affaire qui nous intéresse nous emmène dans les années 90. Elle concerne un personnage central dans l'histoire de la Palestine et du Hamas que nous présente Yvonique Denoël, historien spécialiste du renseignement. Khaled Meshal est un des dirigeants du Hamas, un des fondateurs du Hamas. Au milieu des années 90, au moment de l'opération contre lui, il dirige la branche jordanienne du Hamas. Le Hamas a des bureaux très officiels en plein cœur d'Amman. Donc c'est vraiment un des personnages centraux. Évidemment, le point de vue du Mossad et d'autres services occidentaux est assez différent sur lui et sur son histoire et sur son historique d'actions terroristes autorisées ou commanditées. Pour comprendre pourquoi Khaled Meshal est une cible prioritaire d'Israël, il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Les accords d'Oslo ont été signés en septembre 1993 entre l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, de Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien. Devant 3000 invités triés sur le volet et des centaines de millions de téléspectateurs sur ces pelouses de la Maison-Blanche, 3 hommes, pour une image que beaucoup croyaient invraisemblable et qui pourtant aujourd'hui, à 17h13, est entrée dans le livre d'images de l'histoire au chapitre Espoir. Bill Clinton, le président américain, avec à sa droite Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, et à sa gauche, Yasser Arafat, le chef de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine. Sont là tous ceux qui, durant des années, dans l'ombre, en coulisses ou sous le feu des projecteurs, ont œuvré pour que cette rencontre entre ces 2 ennemis d'hier devienne aujourd'hui une première rencontre née de paix. On est sur une fracture du mouvement palestinien entre l'OLP d'Arafat qui, après avoir beaucoup repoussé la signature d'accords, a fini par accepter la médiation américaine et européenne et puis évoluer vers ce qui semble être enfin perçu comme une sortie du tunnel, et un Hamas, au contraire, qui semble bien décidé à saboter ces accords. Il y a eu un certain nombre d'attentats en Israël que les services sécuritaires attribuent au Hamas. Donc, du point de vue de Benyamin Netanyahou, il faut frapper. On est clairement dans une démarche de sabotage et il s'agit d'arrêter ça et surtout d'envoyer un signal politique. Pour envoyer ce message fort, il est donc décidé d'organiser une opération contre Khaled Meshal à Amman, en Jordanie. Nous sommes en septembre 1997.
Khaled Meshal n'est pas une cible facile à approcher, il est en permanence entouré de gardes du corps. Donc on imagine une opération dans laquelle 2 faux touristes canadiens vont le croiser au moment où il descend de sa voiture pour arriver à son bureau le matin, et il s'agit de lui vaporiser dans l'oreille une substance dérivée du fentanyl, une sorte de poison, et pour détourner l'attention, l'autre faux touriste doit faire déborder une canette de soda, qui va éclabousser tout le monde et donc détourner l'attention. Bon, ça se passe pas tout à fait comme prévu. D'abord parce qu'il est avec sa fille qui l'appelle depuis la voiture. Donc les 2 agents du Mossad sont un petit peu perturbés. En réalité, on est dans une certaine improvisation. C'est une opération qui, à mon avis, était quand même très risquée, puisqu'on a des gardes du corps autour. C'est un peu compliqué. Donc, il sent quand même qu'on lui a pulvérisé quelque chose vers l'oreille. Les gardes du corps agissent immédiatement. Les 2 agents prennent la fuite en courant. Ils sont coursés par les gardes du corps. Ça aboutit à une bagarre dans un square. Évidemment, quand on prononce le mot Mossad dans la rue arabe à Amman, il y a un attroupement et ça se passe pas bien. La police débarque, arrête nos 2 agents du Mossad, soi-disant touristes canadiens, les emmène, et en quelques minutes, en leur posant tout simplement des questions sur où ils habitent, où ils ont grandi, etc., on leur demande de chanter l'hymne canadien, ils en sont incapables. On arrive assez vite à les démasquer. Khaled Meshal se sent très rapidement mal. Dans les heures qui suivent, il est hospitalisé dans un état grave. Fureur du roi Hussein de Jordanie, qui appelle Netanyahou en disant « Vos agents du Mossad, si Meshal meurt, vous les reverrez jamais » et ils seront pendus en place publique. Il appelle Bill Clinton pour s'épancher sur cet acte absolument inadmissible d'atteinte à la souveraineté jordanienne. Et il est d'autant plus meurtri que Hussein est plutôt un modéré au sein du monde arabe, qui a plutôt joué le jeu de la négociation, qui a plutôt été dans le sens de ce que souhaitaient les États-Unis d'Amérique. Donc en clair, ils se sont trahis. Alors Netanyahou décide de lui envoyer Ephraim Halevi, un ancien patron du Mossad, plutôt marqué à gauche et plutôt estimé par le roi Hussein. S'ouvre alors une séquence d'intenses négociations entre les différentes parties prenantes. Israël, le Hamas, la Jordanie, mais aussi les États-Unis. Tout ça se déroule sur 48 heures. Encore une fois, c'est une course contre la montre pour que Meshal ne meure pas. Comme d'habitude, quand il y a un ratage, il faut donner des choses en contrepartie. Donc premièrement, vous sauvez Meshal, sinon rien n'est possible. Donc ça veut dire qu'il faut apporter l'antidote. Ça veut dire qu'un agent du Mossad qui, lui, n'était pas identifié, Mishka Ben David, on lui dit, tu dois... Donc il y avait un antidote qui était prévu au cas où un des agents serait contaminé. Donc vous imaginez l'agent du Mossad qui arrive avec son petit antidote au milieu des gros bras du Hamas. Vous imaginez l'ambiance. Donc effectivement, l'antidote permet de sauver Meshal. Et en échange, il y aura la libération notamment du Cheikh Yassine, qui est le fondateur du mouvement, qui est très âgé. Mais enfin, tout ça ressemble quand même beaucoup à une humiliation pour Israël. Meshal est sauvé, les 2 agents du Mossad sont libérés, tandis qu'une 50aine de prisonniers palestiniens sont rendus par Israël. Du coup, la branche du Hamas qui était installée à Amman s'est relocalisée à Doha, au Qatar. Meshal, en quelque sorte, est devenu une espèce de héros au sein du Hamas. Il est devenu le principal dirigeant du Hamas de 1996 à 2017. En 2017, il a été remplacé par Ismail Haniyeh qui, il y a quelques mois, a été frappé alors qu'il résidait en Iran dans une résidence théoriquement sécurisée des gardiens de la Révolution. Il y a eu une frappe aérienne qui l'a pulvérisé. La conséquence, en tout cas pour Khaled Meshal, ça a été une promotion en quelque sorte. Et puis, il est un peu plus en retrait sur la période la plus récente, sans qu'on sache exactement, c'est compliqué de l'extérieur de savoir quelles sont les nuances, les désaccords au sein du Hamas. Donc je ne me prononcerai pas là-dessus, mais en tout cas, il est toujours très présent dans le mouvement. Le danger ne se limite pas à Gaza et à la Cisjordanie. L'Égypte est en danger, tout comme la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Et puis le Cheikh Yassine qui a été libéré a fini quand même également par être rattrapé et tué dans une frappe à Gaza.
Avec cette opération ratée, on frôle la crise diplomatique. Nombre de gouvernements occidentaux condamnent cette tentative d'assassinat, mais il est clair que ce n'est pas le seul échec du Mossad. L'un des services de renseignement les plus réputés au monde qui échoue dans une mission aussi ambitieuse. Rapidement après l'arrestation des 2 agents du Mossad, on s'interroge – comment un raté pareil a-t-il pu se produire ? Ça a été un épisode un petit peu traumatique, à la fois pour le Mossad et puis pour Israël, parce que c'était une opération trop bricolée, trop improvisée. Ils n'ont eu que quelques jours pour se préparer et honnêtement, le mode opératoire était trop aléatoire. C'est-à-dire que sur ce genre d'opération, les chances de succès n'étaient pas non plus énormes. Il y avait trop d'impondérables possibles, d'éléments qu'on ne maîtrise pas. Si on leur avait laissé le temps, ils auraient sans doute pu élaborer quelque chose d'un peu mieux ficelé. En réalité, le Mossad est un service à qui on demande énormément d'opérations d'élimination. C'est-à-dire que si on regarde historiquement, il y a un auteur, Ronen Merman, qui a comptabilisé en quelque sorte les opérations d'assassinat par le Mossad. Et il en compte quelque chose comme 1400. Donc c'est beaucoup. Et dans le tas, il y a forcément des échecs. On peut citer un des plus célèbres, également un des plus douloureux dans l'histoire du Mossad, qui est l'opération de Lillehammer à la fin des années 70. Donc tout ça s'inscrit dans la suite de l'opération Septembre Noir, donc l'attentat du commando palestinien contre les athlètes israéliens au JO de Munich. Et la traque des membres de ce commando. Vers 6 heures, des coups de feu éclataient, les Palestiniens pénétraient mitraillettes au poing dans les dortoirs et tuaient un Israélien, un entraîneur de lutte, qui s'opposait à leur entrée, et en blessaient grièvement un autre. Ce blessé serait mort en fin de matinée. Le leader du commando, qui restait encore impuni, est identifié en Norvège, à Lillehammer. On monte également assez vite une opération en faisant venir plusieurs agents du Mossad qui était en poste en Europe, dont une agente restée célèbre, Sylvia Raphael, qui était basée à Paris, qui était sous couverture de photographe de presse. Et donc on monte vite fait un commando qui va effectivement éliminer la cible, sauf qu'on s'aperçoit que ce n'était pas la cible. C'était quelqu'un qui n'avait absolument rien à voir et qui plus est, une bonne partie du commando se fait arrêter par la police norvégienne, va être détenu longuement. Il va falloir des mois et même des années de négociations par Israël pour faire libérer. Dans cette série, nous avons déjà raconté un empoisonnement raté. Mais cette opération de 1997 en Jordanie a particulièrement marqué les services israéliens et révèle le fonctionnement du Mossad. Quand on demande à un service comme celui-là de multiplier les missions d'élimination, même s'il y a 9 missions réussies et un échec, c'est surtout de l'échec que l'on parle, a fortiori s'il est médiatisé. À la limite, un échec comme lorsqu'on essaye d'empoisonner Mahmoud al-Mabhouh, l'artificier du Hamas, ça échoue, mais lui-même n'a pas conscience qu'on a tenté de le tuer. Bon, j'ai envie de dire, c'est pas un grand dommage parce qu'on peut toujours réessayer plus tard, dans d'autres circonstances, avec un autre mode opératoire. En revanche, lors d'une opération où, comme c'est arrivé à Amman ou comme c'est arrivé à Lillehammer, on a des agents qui sont arrêtés par la police locale, on a des infos partout dans la presse mondiale, des négociations, des sommes à payer, indemniser, etc. Tout ça, ça mobilise beaucoup de monde, ça coûte de l'argent et c'est mauvais pour l'image du service. Les assassinats ciblés, ce ne sont pas les seules missions où l'on a pu pointer l'échec du Mossad. C'est le cas par exemple dès le 6 octobre 1973, lorsque la guerre du Kippour est déclenchée. Une attaque par surprise, c'est ainsi qu'a commencé la guerre du Kippour. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie attaquent l'État hébreu. L'armée égyptienne, alors dirigée par Hosni Moubarak, franchit le canal de Suez, surprenant les défenses israéliennes. Alors en réalité, sur la guerre du Kippour, le Mossad avait un agent qui était un membre de la famille par alliance du chef de l'État égyptien, qui avait prévenu, mais avec quelques heures seulement d'avance, et après avoir pendant des mois évoqué des préparatifs d'attaque des pays arabes contre Israël. Donc là, c'est le problème du timing. Quand vous donnez plusieurs alertes disant « attention, il va se passer quelque chose » et qu'il ne se passe rien,
le doute s'installe en face au niveau de l'exploitation politique du renseignement. Et donc, lorsqu'effectivement l'annonce a été faite, le patron du Mossad est allé à Londres rencontrer cette source qui lui a confirmé ce qui se passait. Mais on était en pleine nuit en Israël, on était à quelques heures du début de l'attaque. Et comme l'indique le nom resté célèbre, en plein Kippour. Par conséquent, il n'y a pas eu de réelle prise en compte de ce travail du Mossad. Mais pour autant, il y avait une source. Et il n'y avait pas que cette source-là. Avec le recul, on sait aujourd'hui que, par exemple, le roi Hussein de Jordanie avait donné des indications discrètes que quelque chose se préparait. Il y avait plusieurs échos, mais c'était des signaux faibles. Et encore une fois, on est dans la question de la prise en compte du renseignement par rapport à un cadre de réflexion et de pensée préétabli. On l'a dit en introduction de cet épisode, le Mossad est aussi sous le feu des critiques depuis le 7 octobre 2023. Mais Yvonique Denoël tient à nuancer ce constat. Les attentats du 7 octobre, c'est un sujet intéressant puisqu'on a beaucoup posé la question d'un échec, d'une responsabilité du Mossad. Là encore, je ne crois pas, parce que, stricto sensu, la surveillance de Gaza et la surveillance du Hamas, c'était d'abord et avant tout la tâche du Shin Bet, service de sécurité intérieure d'Israël. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, du point de vue israélien, la surveillance de Gaza, c'est une affaire intérieure israélienne. Voilà. Donc, le Shin Bet était en première ligne, et par ailleurs, le renseignement militaire, la MAN, était théoriquement chargé d'écouter les conversations dans la bande de Gaza et de prévenir les éventuelles attaques. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a eu une vraie défaillance au niveau de ces deux services et sans doute un petit peu d'hubris, c'est-à-dire de mépris vis-à-vis de ce que le Hamas était capable de faire. Alors le Hamas n'a certainement pas préparé ça tout seul, il y a eu des soutiens iraniens à l'évidence. Du reste, il y a eu des alertes. C'est-à-dire les Égyptiens ont alerté, les Américains ont fait part d'alertes. Il se dit que les services français auraient également... il y a une donnée toute simple, c'est que d'un côté, il y a le renseignement, et puis de l'autre côté, il y a l'exploitation du renseignement. À partir du moment où le cadre de pensée vous amène à rejeter par principe des alertes en disant « mais non, ça c'est pas possible, nous on sait mieux », que les autres. Donc merci, c'est gentil de nous avoir prévenus, mais en gros, c'est bon, on gère, le Hamas n'est pas capable, ils sont surtout préoccupés par leur petit trafic, vous inquiétez pas, c'est bon, c'est pas de là que peut venir la menace. Bah si, la menace est venue de là, la surveillance a été insuffisante, clairement. Donc, en tout cas, sur ce coup-là, puisque le Mossad a certainement un certain nombre d'échecs à son actif, à côté de ses réussites, mais sur ce coup-là, le Mossad n'est pas pour grand-chose. Alors, face à ces ratés, la réputation de meilleur service de renseignement du monde est-elle toujours justifiée ? Alors, le Mossad est certainement en proportion le service au monde qui est le plus sollicité par ces autorités politiques pour des missions de tous ordres, dont des missions d'élimination et dont également des missions de renseignement, de sauvetage, de diplomatie parallèle, tout ça assez audacieuse. C'est un service qui est visiblement en sur-régime permanent, à qui on demande énormément de choses. C'est un service qui est sous tension et dont la relation avec sa direction politique n'est pas simple. On voit régulièrement des demandes d'opérations un peu trop improvisées et qui sont motivées par des considérations d'affichage politique. Incontestablement, le Mossad a réussi depuis ces 2 dernières années à laver en partie l'honneur perdu avec les attentats non anticipés du 7 octobre, à la fois l'opération des Beepers contre le Hezbollah, les frappes à Téhéran il y a quelques mois. Toutes ces opérations ont été remarquables sur le plan opérationnel, mais elles s'appuyaient sur des années et des années de préparation, de recueil de sources, de recrutement. Et donc, on peut se demander pour la suite si le Mossad va être capable de continuer sur ce rythme-là. En tout cas, il y a visiblement des tensions extrêmes au sein de l'appareil militaro-sécuritaire israélien par rapport au pouvoir politique. Donc, on est, comme souvent, à un tournant et un moment de grande incertitude. Bon, une chose est sûre, le Mossad continuera à être très fortement sollicité, à faire très fortement parler de lui. Et donc, on va suivre ça. C'est la fin de cette série. Merci à Yvonique Denoël, historien spécialiste du renseignement, auteur du livre « Les guerres secrètes du Mossad » aux éditions Nouveau Monde.
Chers auditeurs, si ces 4 épisodes vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast comme Deezer, Apple Podcast ou Castbox, ou bien nous écrire à l'adresse mail laloupe@l'express.fr. Mossad, une autre histoire d'Israël, est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros. Je vous donne rendez-vous demain pour décrypter une actualité de la semaine.